Salut tout le monde. Salut Catherine. Salut Pablo, salut à tous. Alors, petit débrief de la semaine. On va revenir sur 4 points. Le premier, c'est bien évidemment la grosse mobilisation et la grosse grève de jeudi 19 contre la réforme des retraites. On va aussi parler de la mobilisation des jeunes dans ce qui se passe contre les retraites. On va faire un petit point quand même avec l'annonce de Macron hier sur l'augmentation d'un tiers du budget alloué à l'armée, donc c'est plus 17 milliards quand même d'euros par an. Il a annoncé une enveloppe de 413 milliards sur 7 ans. Et puis on fera un dernier point sur quand même un autre événement politique de la semaine qui a été le congrès du Parti socialiste. Donc à l'heure où on enregistre la vidéo, donc vendredi soir, il n'y a toujours pas de résultats très exacts qui en sort. Donc premier point, la mobilisation. Alors, la grosse journée de jeudi. Bah, vas-y, dis-toi. Succès. Bah ouais, moi j'y étais. Franchement, c'était assez incroyable parce que je suis resté quand même 1h30 bloqué entre 14h15 et 15h45 précisément à l'entrée du boulevard Beaumarchais, au croisement avec la rue de la République. On ne pouvait littéralement pas bouger et on voyait les ballons qui ne bougeaient pas d'un iota. Donc c'était vraiment d'une densité incroyable. Donc un monde de fous. Première chose. D'ailleurs, dans toute la France, puisque donc 2 millions de personnes selon la CGT dans les rues de France. Succès vraiment indéniable. Succès aussi de la grève, puisque ça a été quand même très suivi, à la fois dans les transports, dans le secteur de l'énergie, et c'est important dans le secteur privé, parce que c'est ce qui a été aussi noté, c'est que dans les gens qui ont défilé, notamment à Paris, il y avait beaucoup de gens issus du secteur privé, plus notamment selon les syndicats, que lors de la première journée de grève en 2019 contre la première réforme des retraites. Donc je pense que c'est un succès indéniable. Après, la question qui est dans toutes les têtes, notamment des syndicats, c'est est-ce que ça va tenir? Est-ce que là donc ils annoncent l'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée de grève le 31, c'est dans 10 jours, donc c'est dans plus de 10 jours même, donc c'est dans assez longtemps finalement. Qu'est-ce qui va se passer entre-temps? Est-ce que le 31 va y avoir une nouvelle journée de mobilisation, sachant que à cause de la contraction du pouvoir d'achat des ménages français, les gens ont déjà plus de quoi parfois finir leur mois si on leur enlève 1, 2, 3, 4 journées de travail, de salaire, ça commence à devenir problématique. Faut pas oublier qu'en moyenne un gréviste perd 100 euros par jour, donc c'est quand même pas négligeable. Donc comment est-ce que le conflit va s'organiser dans la durée, sachant que, et je terminerai là-dessus, le début d'examen du texte du PLFSS, donc de la réforme des retraites, c'est début février, c'est le 6 février. Donc c'est dans finalement assez longtemps, et après il y a 50 jours après le 6 février. Donc il faut tenir tout ce temps. On va voir comment ça va se faire à la RATP, à la SNCF, dans l'énergie, dans le secteur privé, comment les mobilisations vont prendre. Mais indéniablement, c'est un premier tour de chauffe, même plus que ça, qui a été vraiment une démonstration de force. Ouais, alors moi je pense que ça va tenir. D'abord, je pense qu'il y a plusieurs choses qui disent que ça va tenir. C'est que c'était très très décentralisé. C'est-à-dire que le fait qu'on ait vu des manifestations historiques partout en France. Je ne dis pas que partout en France c'était historique, mais qu'il y a des manifestations partout en France, dans les grandes, les petites, les moyennes villes, et qu'il y a un certain nombre d'endroits où on a vraiment tapé des records, quoi. En termes de manifestations, on a ce que tu as dit sur le privé et le public dans la rue, sur les générations aussi, c'est-à-dire que c'était pas simplement les plus de 45 ans ou de 50 ans qui venaient défendre le fait qu'ils n'avaient pas l'intention de partir 2 ans plus tard par rapport à leur projet de vie. Donc c'était toutes les générations qui étaient mélangées. Et la quatrième chose qui est à mon avis très importante et qu'il faut vraiment préserver, ce qui a donné la force aussi à ce mouvement, c'est l'unité syndicale. Or, j'ai l'impression qu'ils ont l'air de vouloir tenir. C'est-à-dire que j'ai l'impression que véritablement les syndicats d'abord sont opposés à cette réforme, tous, et ensuite que les syndicats ont besoin aussi de gagner.
il faut gagner quelque chose là, que la lutte sociale en France, qui depuis si longtemps n'a pas remporté de belles victoires, il faut emporter une belle victoire parce que ça redonne du courage à tous pour recommencer à se tenir droit et à oser revendiquer, etc. Et donc, j'ai le sentiment, moi, que tout ça va normalement ce sont des ingrédients pour que ça tienne. Sur le terrain politique, il me semble aussi que le fait qu'on ait cette semaine de plus en plus de signaux que ça branle dans le manche du côté de ceux qui étaient supposés soutenir la retraite, enfin la réforme de Macron, ça va donner aussi du courage. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire entendre auprès de nos députés le fait qu'on n'est pas d'accord. Et nos députés, ils ont besoin de nous pour être réélus. Et que donc le fait que ce soit en masse dans la rue et dans les circonscriptions et dans les petites villes, etc., je pense que ça va quand même faire réfléchir, notamment du côté des LR et aussi du côté des macronistes, les quelques-uns qui n'ont pas complètement abjuré de leurs origines politiques du côté du PS, parce qu'en fait... ou d'Europe Écologie Les Verts. Je pense notamment à Barbara Pompili. C'est vrai. Bon, voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a les ingrédients à la fois de cette diversité et de quelque chose qui, sur le plan politique, peut permettre de laisser entrevoir une victoire. C'est-à-dire que cette loi, que cette réforme ne passe pas à l'Assemblée nationale par l'assentiment d'une majorité de l'Assemblée nationale. Si le gouvernement est obligé de passer par le 49-3, alors là, je pense que là, ça va vraiment pas bien se passer, quoi. Autre point, c'est quand même la réponse du gouvernement à ce qui s'est passé jeudi. C'était assez rigolo / problématique, en fait, de voir les différentes prises de parole. Donc, d'une part, il y avait le fait que Emmanuel Macron et 11 ministres étaient en déplacement en Espagne. À ce moment-là, c'était un déplacement qui avait été prévu de longue date pour signer un traité d'amitié entre la France et l'Espagne, qui était, j'en conviens, tout à fait important. Après, la question, c'est est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'emmener 11 ministres, y compris le ministre de l'Intérieur, y compris le ministre des Transports, là-bas, quand il y a un conflit social de cette intensité en France? Ça, c'est une question, à mon avis, qu'on peut se poser. Mais en tout cas, hier, donc Emmanuel Macron a pris la parole, Gabriel Attal a pris la parole, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a fait un long échange avec des Français sur le plateau de BFM TV, qui était d'ailleurs très intéressant, avec beaucoup de syndicalistes, notamment dans ces Français et Françaises qui avaient été choisis. Et en fait, ils sont raides comme des bâtons. C'est-à-dire que eux, alors ils entendent tous, ils disent tous, c'est vrai, il y avait du monde dans la rue. Ils ont été quand même obligés de l'accepter. Ils n'ont pas dit c'est un fiasco, vous voyez, on a raison. Ils ont été obligés d'accepter qu'il y avait du monde dans la rue. Mais eux, ce qu'ils en concluent, c'est la pédagogie, ça va prendre du temps. Et ça tombe bien, nous avons quelques semaines pour expliquer aux Français ce que nous allons faire. Et hier, moi, c'est ce que j'ai vu, c'était particulièrement prégnant chez Olivier Dussopt, c'est qu'en fait, ce monsieur, lorsque il avait face à lui, en fait, des gens, en fait, qui ont des problèmes dans leur vie au travail, qui ont des travaux pénibles, qui se cassent le dos et qui ont besoin, en fait, pas envie, qui ont besoin de partir à 60 ans, parce que c'est un horizon qui leur paraît, c'est le seul horizon qui leur paraît acceptable. En fait, lui leur répond de façon... En fait, je pense que les macronistes se prennent pour des génies de l'arithmétique ou des génies politiques, parce que en gros, ils disent, voilà, il y a 15 milliards de déficit, et ces 15 milliards, ils font un espèce de trait d'équivalence, 2 ans de travail en plus. Mais pour eux, 2 ans, en fait, c'est exactement comme les 15 milliards, c'est une abstraction qui va leur permettre, en fait, de combler un déficit. Ça n'a aucune réalité tangible. Ils ne comprennent pas, en fait, qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, ont 50 ans, ont 45 ans, ont 55 ans, et qui ne peuvent pas aller travailler jusqu'à 62 ans. En fait, considèrent que c'est absolument inacceptable, en fait, que de travailler jusqu'à 62 ans. Et ça leur est vraiment totalement étranger. Pour eux, 2 ans, c'est un chiffre au même titre que 15 milliards. Et donc, du coup... comme c'est équivalent, ils considèrent qu'ils ont résolu le problème. Mais c'est pas vrai. C'est pas, on fait de la politique, on fait pas de l'arithmétique budgétaire. Ils disent une chose qui est marrante pour aller dans ton sens, c'est qu'ils disent, on demande aux Français de travailler un petit peu plus. Oh. C'est l'idée que c'est un petit peu plus, 2 ans. Mais ils sont dingues. Oui, c'est ça, ils sont dingues. Je me rappelle quand ils avaient supprimé les 5 euros, tu sais, de vos APL, que j'ai dit, bon, ça va, quoi, 5 euros. Non, mais ils sont déconnectés pour ne pas se rendre compte que 5 euros, c'est fondamental
et que 2 ans, c'est insupportable. Mmh. Voilà, c'est-à-dire qu'ils Mais parce qu'en vivent fait, ailleurs. eux, ils vivent ailleurs parce que, effectivement, 5 euros, quand tu gagnes 7000 balles par mois, 5 euros, t'en as rien à branler. Enfin, genre, 5 euros en plus, 5 euros en moins sur ton salaire, tu ne le vois pas. En revanche, lorsque t'es au SMIC, bah là, tout d'un coup, genre, c'est problématique. Lorsque t'es au RSA, c'est encore plus problématique, les 5 euros. Et c'est exactement pareil pour les 60 ans ou les 62 ans. Évidemment, pour une catégorie, pour un cadre sup ou genre quelqu'un qui a un truc intellectuel et qui est bien dans son travail et qui vit bien son travail, mais 2 ans, on s'en branle. Enfin, Non, ben moi je suis pas d'accord avec ça parce que même pour eux c'est pas vrai. Parce que d'abord il y a eu une très belle étude qui est sortie dans le monde qui montre qu'en fait les cadres sup ben, ils partent tôt parce qu'ils peuvent ils partir peuvent, plus oui. tôt. C'est-à-dire qu'ils acceptent la décote parce qu'ils ont éventuellement d'autres ressources Mmh. qui vont compenser cette décote. C'est-à-dire qu'en vérité les carrières, les gens qui vont jusqu'à 67 ans, c'est pas forcément les cadres sup. Je parle pas des très hauts cadres qui eux peuvent aller ou les présentateurs à la télé ou je sais pas quoi, tu vois bon, mais les cadres sup ne vont pas jusqu'à 67 ans parce qu'en fait ils acceptent de baisser un peu parce qu'ils ont réussi à avoir d'autres revenus ou parce que leur retraite leur permet ou parce que leur logement il est fini de payer, etc. C'est-à-dire qu'en fait ce n'est pas vrai. Je pense que il y a beaucoup de gens, d'abord, qui ne veulent pas terminer leur travail parce que le travail s'est énormément intensifié, parce qu'il a perdu du sens, parce qu'ils ont la trouille de se faire licencier, parce que les entreprises n'en veulent pas, parce qu'ils n'ont pas envie de ce nouveau boulot, etc. Donc voilà, je veux dire, c'est pas vrai. Enfin, cette idée que ça serait pourquoi pas pour les cadres, ben, je ne crois pas. Je crois que c'est insupportable pour les profs. Les profs font partie des cadres, enfin de la catégorie cadre. C'est insupportable pour les profs parce que ils sont devant une génération qui s'éloigne de la leur, parce que c'est difficile de faire classe à 30 élèves adolescents ou enfants, et que donc tout ça c'est non. Je crois que vraiment s'il y a eu un tel mouvement hier et qu'il y a un tel rejet dans la population, tout électorat confondu, même les républicains, l'électorat républicain ne veut pas de cette réforme des retraites. Les seuls qui valident, c'est l'électorat de Macron, c'est-à-dire qui est composé quand même de retraités, pour une part de retraités et pour une autre part de gens assez fortunés qui, eux, effectivement, vont pouvoir absorber le choc de cette retraite. Donc, moi, je pense que là, ça devient vraiment compliqué pour eux, quoi. Hein. Autre point, c'est la présence des jeunes. Alors, tu en as un peu parlé. Je voulais compléter en parlant en fait de ce qui s'est passé au tout début de la journée du 19. On a vu des images sur les réseaux sociaux et sur les chaînes d'information en continu du lycée, de lycées en fait qui commençaient à être bloqués et d'une répression policière particulièrement dure. Je pense notamment aux images au lycée Hélène Boucher à Paris dans le 20e, où il y a eu une tentative de blocage, comme c'est souvent, et des charges policières d'une violence complètement à côté de la plaque, quoi, contre des jeunes lycéens. Parce que la présence, notamment la présence de la jeunesse, que ce soit les étudiants ou les lycéens, à mon avis, elle est très importante pour la réussite du mouvement. Ils appellent notamment, enfin certaines organisations étudiantes et lycéennes appellent à manifester ce samedi, exactement, samedi 21 à Paris. On va voir comment ça se passe parce que les syndicats n'ont pas vraiment appelé à manifester ce jour-là. Mais juste un point, parce que c'est notamment les gens de droite, notamment les économistes, les éditorialistes et quelques députés de droite disent mais comment ça se fait que les gens de 18 ans, je pense notamment à Nicolas Bouzou, qui est un économiste qui a pignon sur rue dans les médias, Nicolas Bouzou dit comment ça se fait qu'à 18 ans, on se préoccupe de sa retraite, vous feriez mieux de vous concentrer sur votre travail. Apolline de Malherbe a dit la même chose à Colin Champion, qui est le président de l'UNL, de la Voix lycéenne, pardon, un syndicat lycéen. Elle lui dit mais enfin vous voulez pas d'abord avoir un boulot avant que de parler avant de vous battre pour les retraites. Et ça, je pense que c'est faire complètement ne pas voir en fait que la jeunesse d'aujourd'hui, d'ailleurs de toujours, de tout temps, en fait se bat aussi pour un projet de société. C'est-à-dire que elle se bat pas que pour sa propre retraite dans 70 ans. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a un peu de mal à se projeter aussi loin quand on nous dit que la catastrophe climatique arrive dans 30 ans. Mais peu importe. Au-delà de ça, on se bat pour un projet de société. On se bat aussi pour un projet de société de solidarité, basé sur la solidarité intergénérationnelle. Tu crois que c'est comme ça? Sérieux? Ouais. Moi, je pense qu'on se bat parce qu'on se bat. Ce que je veux dire, c'est que quand on est jeune, on n'a pas envie
que les choses restent en l'état, qu'on veut marquer sa présence au monde, être là, et que d'une certaine manière, moi je crois pas, enfin je veux dire deux choses différentes. C'est-à-dire qu'en fait je pense qu'il y a une partie de la jeunesse qui se mobilise sur ce projet-là, et notamment, moi tous ceux que j'ai entendus dans les médias qui ont été interviewés, ils n'ont pas parlé de leur retraite, ils ont parlé de la retraite de leurs parents. Ouais. Ils disent, attendez, mes parents, ils se saignent aux 80 pour me payer des études, ils peuvent pas aller jusqu'à 64 ans. C'est pas possible. C'est-à-dire, ma mère, elle est infirmière, mes parents, ils ont un petit garage, etc., etc., etc. Et tous ces gens, ils parlent de leurs parents. Ils parlent pas d'abord d'eux. Donc, ceux qui parlent vraiment de la retraite, ils parlent de ça. Et les autres, enfin, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de... Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça fait peur, la jeunesse. Parce qu'on sait bien que ce que ça emmène, c'est l'énergie vitale, c'est vouloir changer. On ne sait pas exactement, c'est pas vrai qu'à 16 ans, on sait ce qu'on veut changer, on sait comment le changer, on sait juste que on veut que le monde soit autre et qu'il vous ressemble et qu'il soit marqué par votre nouvelle génération. Moi, je le ressens comme ça. Tu vois, je sais pas si c'est vrai que c'est... Mais attends, quand tu dis qu'ils se battent pour leurs parents, c'est ce que j'appelle de la solidarité intergénérationnelle. Oui, mais non, mais j'entends bien. Mais ce que je pense, c'est que ceux qui ont bloqué les lycées, je sais pas, nous ici, les jeunes stagiaires qu'on peut avoir à regard et qui aiment s'engager, franchement, je sais pas s'ils s'engagent pour la retraite. Oui. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que et moi, je pense que c'est très important que les jeunes aient leur place dans le monde, dans la vie, qui viennent changer les choses. J'adore ce slogan, j'ai l'impression de digresser, mais femme, vie, liberté, ça dit en fait jeune, vie, liberté. C'est ça, c'est une énergie vitale qu'apporte la jeunesse, et c'est ça là, à mon sens, qui est qui fout le plus la trouille au gouvernement, parce que alors là, quand ça sort, tu sais pas comment tu fais rentrer le tube, le dentifrice dans le tube, quoi, tu vois. Il y a la question des retraites, et puis il y a le fait que ce monde-là ne va pas, et que on veut juste crier plus fort, courir plus vite et dire qu'on est là et qu'on va se faire entendre. Mais d'ailleurs, et je pense que c'est ça qui va se passer pour ceux qui viendront, ceux qui vont venir samedi à la manif. C'est plus ça, à mon avis, que toute autre chose. Et tous les habillages, moi, des jeunes bien sous tout rapport qui viennent argumenter sur les plateaux sur la retraite. Je dis pas que c'est parce que je veux dire, c'est vrai qu'à 17 ans on s'occupe pas de sa retraite. Moi je crois pas, enfin je sais pas. Non, mais pas de sa retraite, mais genre on s'occupe de sa société. Non mais t'as raison. Moi je pense qu'on s'occupe de la façon dont ça, et on a envie que ça change. Et d'ailleurs, genre juste pour aller dans ton sens, hier si je reprends à la fois les pancartes que j'ai vues dans la manif et les Français qui avaient été choisis sur le plateau de BFM TV, en fait beaucoup parlaient des retraites, beaucoup de pancartes parlaient des retraites, mais il y en avait beaucoup qui parlaient aussi du système de santé, il y en avait beaucoup qui parlaient du système éducatif, il y en avait beaucoup qui parlaient de l'inégalité territoriale, ou genre de la façon dont on laisse genre la culture de côté, etc., du travail, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, la mobilisation de jeudi, elle a dépassé le strict cadre des retraites, et je pense que la proposition, et on va en parler tout de suite, c'est-à-dire que il faut un contre-projet. En fait, il faut un contre-projet. Peut-être qu'il existe de façon végétative, etc. Mais on a besoin d'un autre projet, pas uniquement sur la question des retraites, parce que d'ailleurs la façon dont les gens répondent, et d'ailleurs je voulais en parler là, c'est que on dit très souvent, on met en relation en fait des ordres de grandeur pour les retraites. Il faut pas oublier que chez certains économistes orthodoxes de la gauche, on va dire, il est absolument inenvisageable d'aller chercher de l'argent pour le système des retraites qui ne viennent pas des cotisations sociales. Ça, c'est vraiment pas orthodoxe, quoi. Et donc, alors il y a plein de gens qui disent ah ben oui, mais pourquoi on taxerait pas les riches sur leur patrimoine ou je sais pas quoi. J'entends en fait la tentation en fait de faire ça, mais pour beaucoup, ça doit venir du travail en fait. C'est le travail qui va aux retraités. C'est une conception des choses, tu vois. C'est aussi une conception paritaire, c'est-à-dire que ce n'est pas l'État. Je veux dire, ça veut dire aussi que la retraite, ça appartient aux travailleurs et c'est pas l'État qui, à travers les impôts, remplit les caisses de retraite.
c'est pas sans importance cette histoire-là. De garder le côté paritaire et pas étatiste de la santé, de la retraite, de la protection sociale en général. C'est donc le côté solidaire et des travailleurs à l'égard de l'ensemble de la société, des travailleurs éventuellement vieux, empêchés, etc., accouchés ou accouchants, etc. Que c'est tout ça qui est une caisse de solidarité et non pas dépendant de la politique de l'État. C'est pas une petite question. Voilà, mais non, mais t'as tout à fait raison. Et donc il faut faire un peu attention à ça. Sauf que évidemment, en fait, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, lorsqu'on voit que on a en France l'homme le plus riche du monde et qu'il est plus riche que le troisième et le quatrième, que réunis exactement, évidemment, ça fait se poser des questions en fait sur ces ordres de grandeur. Tout ça pour dire que ce qu'il faudrait plutôt, c'est qu'on arrive, genre collectivement, tous les gens qui s'opposent à cette réforme des retraites, sur le côté gauche, parce qu'on s'y oppose aussi effectivement du côté de l'extrême droite, arriver à proposer un contre-projet. Et c'est là que le bas blesse un peu, parce que pour en avoir discuté beaucoup, parce que pour en avoir, le problème, c'est que, eh bien, il n'y a pas d'unité, on va dire, de l'intersyndicale, si on prend l'intersyndicale, ou de la NUPES, sur la question qui paraît quand même une proposition, en fait, qui paraît revenir très souvent, qui est la proposition de la retraite à 60 ans. La retraite à 60 ans, je suis désolé, mais la CFDT, elle en veut pas. Ça l'intéresse pas. La CFDT, elle a validé la réforme de Marisol Touraine, qui a amené à 43 annuités la durée de cotisation. Alors même que Solidaire et la CGT, eux, veulent un retour à 37,5 annuités. Et que, du coup... ok, ils s'opposent, et c'est bien de s'opposer, mais la proposition alternative n'arrive pas. C'est la même chose dans la NUPES. Dans la NUPES, la réforme Touraine, elle est toujours portée par bon an mal an, modulo les positions des uns et des autres, mais elle est toujours portée par le Parti socialiste. La retraite à 60 ans, t'as certains socialistes qui te disent oui banco, il y en a d'autres, mais de toute façon on en parlera dans la rubrique PS, il y en a certains d'autres qui te disent non, pas du tout. Moi, les socialistes que j'ai interviewés dans la midinale, je vous invite à aller regarder, ils disent non, la retraite à 60 ans, ça les intéresse pas. Donc voilà, il y a quand même un petit problème à cet endroit-là, en fait, de relation entre l'opposition, ok, là on est d'accord, on est ensemble, et derrière le projet à proposer. Oui, alors dans cette sorte de projet, il y a deux choses qui sont différentes. Il y a en effet le projet au sens large, dont on parlait tout à l'heure, en se disant... finalement, ce qui est en train de sortir dans la rue là, c'est les gens veulent des services publics, veulent que leur travail ait du sens, veulent de l'égalité, de la justice, et pas simplement des retraites. Et tout ça est en train de sortir comme ça, de s'exprimer. Donc, qu'est-ce que c'est que ce projet? Alors, on peut se dire que c'est les propositions qui font le socle de la NUPES. Ça peut être un élément en tout cas, c'est certainement un des éléments de la réponse. Et puis après, il y a le projet sur la question spécifique de la retraite. Et c'est vrai que là, on est en ordre dispersé. La CGT a fait des propositions sur la retraite. D'ailleurs, tous les syndicats, quand ils sont allés chez Elisabeth Borne, ils ne sont pas venus les mains dans les poches. Ils sont venus avec des propositions et avec un point de vue. Et dans les choses, je crois, qui sont en train de monter quand même pas mal, c'est que certes, il n'y a pas lieu de mettre le pays à feu et à sang pour trouver 12 à 15 milliards. Néanmoins, il y a quand même un problème de retraite. Il y a un problème de retraite parce que d'abord, il y a des réformes qui ont été faites, celle des 43 ans de Touraine, mais également la réforme Balladur qui désindexe, on en a déjà parlé ici, le montant des retraites de l'évolution des salaires et qui fait que les retraites vont baisser et que on est devant, et puis des inégalités dans le système des retraites, etc. Donc il y a bien une réforme, il y a bien des réformes à apporter, et je dirais même plus, je pense aussi qu'aujourd'hui, on nous a tellement martelé qu'il y avait un problème démographique, que le système par répartition qui est le nôtre, c'est-à-dire où les actifs payent pour tous pour la retraite, ça commence à être discuté, ça commence à être remis en cause, et notamment, à mon sens, notamment dans la jeunesse, parce qu'il n'en connaît pas l'histoire, qui n'en comprend pas complètement la logique, parce qu'elle n'a pas été assez partagée, parce qu'elle a été oubliée, et parce qu'elle est dysfonctionnante aussi.
Moi, je trouve que dans les débats qu'on entend là un petit peu sur les plateaux, ça commence à devenir mais pourquoi on nous emmerde avec la retraite par répartition? Mais la seule façon de préparer sa retraite, c'est La capitalisation. oui, en fait, s'acheter un En fait, appartement, exactement. de mettre de l'argent de côté, etc., etc. Donc, il y a bien ce point de vue qui commence. Enfin, il y a une fragilité sur notre système de retraite, et moi, je crois que pour l'instant, je vais le dire un peu cash, je trouve que les politiques font pas leur boulot, quoi. Parce que c'est super de faire des meetings tous ensemble sur l'estrade, etc. Mais enfin, le boulot, ça, les syndicalistes le font très très bien. Eux, ils sont pas fondamentalement là pour ça, quoi. Je veux dire que la gauche politique manifeste, c'est très très bien. Ce qu'on attend, c'est qu'elle ait des propositions, des argumentations, qu'elle inscrive son projet dans une vision globale et que la gauche fasse son boulot politique. C'est-à-dire à l'Assemblée nationale qu'elle tienne un discours qui ne soit pas qu'un discours de relais de la revendication syndicale, et qu'elle fasse des propositions qui engagent une vision de la société. Et pour l'instant, moi je pense que ça n'y est pas. Alors, je vois bien la difficulté, c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, on n'est pas tous d'accord, mais tant qu'on ne se met pas à dire des choses, on n'est pas prêt de lever les désaccords, ce qui fait partie du problème de la NUP depuis le mois de juin. C'est-à-dire qu'en fait, on a signé un accord dont on savait très bien qu'il n'était pas partagé, Ouais, totalement satisfaisant. non pas seulement satisfaisant, mais que tous ceux qui l'ont signé ne partageaient pas forcément tout ce qui était dedans. Parce que si c'était ça, il n'y aurait pas eu... les écarts qu'il y a eu, je veux dire, dans l'élection présidentielle. Et qui est encore aujourd'hui. Et qui se révèlent encore aujourd'hui, évidemment. Donc il faut qu'on travaille. Si, parce qu'on a peur d'énoncer des visions qui sont pas exactement les mêmes, alors on ne travaille pas, alors on met le mouchoir pour ne rien dire, on fait pas son boulot politique, on ne fait pas avancer Schmilblick. Juste un petit point quand même pour atténuer un peu ma colère. Ce que tu viens de dire, ta colère. Il va y avoir un débat parlementaire en février, qui est quand même, c'est peut-être le moment en fait où les députés et les sénateurs des différents partis vont produire un discours. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ils sont en retrait. Là, pour l'instant, ils reprennent. Ils sont pas en retrait, parce qu'ils sont sur les plateaux, ils sont sur les estrades des meetings, etc. Juste, ils ont exactement le même discours que les syndicalistes. Oui, mais attends, lorsqu'ils seront à l'Assemblée, c'est peut-être à ce moment-là qu'ils vont convertir en fait. Ah d'accord, en fait, ils nous font une surprise. Voilà, en fait, ils nous préparent une surprise. Non, mais attends, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, tu vois, C'est ça. Là, c'est la réflexion. Bon, on verra bien de toute façon comment ça se passe. Bon, moi, j'aime ton optimisme. Un petit mot maintenant sur Macron, donc qui a décidé de réarmer la France, donc d'augmenter le budget alloué à l'armée, donc à 413 milliards d'euros sur 7 ans, ce qui fait 59 milliards d'euros par an pour l'armée, plus 17 milliards d'euros par an. Qu'est-ce que j'avoue que le timing en fait de l'annonce est quand même assez dingue. Alors avant de te donner la parole, je vais quand même dire que il est vrai qu'il y a quand même un contexte général de montée en tension des conflits dans le monde. Il y a un risque quand même avec la guerre russo-ukrainienne. La Russie maintenant devient de plus en plus, et cette année en tout cas est devenue de plus en plus une menace pour le territoire européen et même pour le territoire français. Enfin, il y a eu des menaces, franchement, presque pas à mot couvert à l'égard de la France, de la part de la Russie. Donc, le fait qu'on augmente ce budget de l'armée n'est pas totalement, à mon avis, hors de propos. Après, la question, c'est toujours dans quelle mesure c'est articulé en fait avec les autres pays européens. Moi, c'est quand même ça qui est important parce que c'est le territoire européen qui est menacé avant précisément le territoire français. Et puis, d'autre part, quand même, là, on va débourser une somme d'argent phénoménale. Alors qu'on nous dit que, d'un autre côté, je sais que c'est pas des vases communicants, mais que d'un autre côté, il manque 15 milliards et que 15 milliards, c'est horrible, pour les retraites. Donc, j'avoue que l'annonce, quand même, voilà, prête à réflexion. T'en penses quoi? J'en pense qu'il y a plein d'annonces qui sont faites en même temps.
sur les dépenses. C'est-à-dire qu'on va dépenser de l'argent pour relancer la filière nucléaire, qu'on va dépenser de l'argent pour l'armée, qu'il y a les besoins sur les rénovations énergétiques des bâtiments. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. On nous annonce aussi un peu de l'argent pour l'hôpital. Pas très clair ça. Il y a beaucoup de besoins qui s'expriment et qu'il n'y a pas de débat démocratique sur leur hiérarchie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça le problème. C'est que d'abord, moi, j'en sais rien du tout sur la question de l'armement. J'ai pas la naïveté de croire qu'on puisse désarmer. Par contre, je sais pas du tout ce qu'il convient de faire, sur quoi il s'agit de mettre de l'argent. Pas... Moi, voilà, ça fait partie pour moi des boîtes noires, le militaire. C'est un sujet qui pourtant normalement nous intéresse tous. Bah oui, je veux dire, Chirac a décidé que la conscription nationale s'était terminée, il l'a décidé tout seul et hop, ça a été exécution, qui relançait les essais nucléaires et hop, ça a été exécution. Moi, je ne sais pas. Je trouve que les choses relèvent, c'est du domaine du président. Hein, donc on n'en discute pas. Et de ça comme du reste. Donc moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec le fait que le budget national ne fasse pas l'objet. Tiens, on devrait inviter Coquerel. Oui, exactement, président de la commission des finances, pour Bah nous oui, parler mais oui. Mais c'est du quoi cette budget de affaire? l'armée. Ben oui, exactement. C'est comment on fait pour que ça fasse partie du débat national, enfin de citoyen, de où on met l'argent et on en fait quoi? Et même sur l'armée, je n'ai pas un point de vue très clair hein, sur ce qu'il faut faire. Mais Bah, en gros, enfin bon, j'ai quand même, c'est con, hein, mais j'ai quand même tendance à penser que avant de mettre des canons, c'est pas con de créer, de payer des profs et des infirmières et de construire des universités. Tu vois, non, bien sûr, bien sûr. je suis un peu bêtasse, un peu bas du front. Bien sûr, Mais... le seul problème, c'est que, enfin moi, pour le coup, tu dis qu'on n'en parle pas, mais quand même depuis le début de la guerre en Ukraine, on a pas mal parlé sur les plateaux, et t'as notamment parler de quoi? des plateaux télé, en fait, l'état de notre armée. Et genre, c'est quoi notre armée et c'est quoi l'armée en face? Parce que genre, la spécificité en fait de la guerre qu'a proposé Vladimir Poutine non, mais en Ukraine. Que les mecs sur les plateaux parlent, moi j'en suis fortaise. Non, mais c'est des généraux. En fait, enfin, c'est des gens qui savent. Pour le coup, c'est des personnes concernées. Et ils te disent. Et où est-ce qu'il y a un débat politique et citoyen? Ça, c'est un autre aspect. Et là, tu as tout à fait raison, qu'on peut interroger la hiérarchie, genre, et qu'est-ce qu'on va faire en fait avec ces milliards? Est-ce qu'on va embaucher plus d'armées de terre, d'armées de l'air? Est-ce qu'on va faire des tanks ou est-ce qu'on va mettre des agents de liaison? C'est pas tout à fait la même chose. Bah oui. Ça, je suis d'accord que sur cet aspect, il faut réfléchir. Mais après, par exemple, le problème de nos tanks, de nos machins, ça, excuse-moi, c'est chiffré, genre, et les généraux là qui passent sur les plateaux de télé, ils passent leur temps à en parler. À te dire qu'ils ont besoin de plus d'argent et plus de matériel. Exactement, et de bon matériel. Non, tout ça, non mais juste, et le point de départ de ça, c'est quand même que quand on a un marteau, on voit le monde en forme de clou. Voilà, donc bah oui, donc eux ils parlent de ça. T'as pas tort, mais là, ce que je voulais te dire, c'est que Vladimir Poutine, en faisant sa guerre en Ukraine, en fait, il a réactivé une façon de faire la guerre qu'on ne pensait plus devoir faire. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait une guerre genre à l'ancienne avec des chars, il a envahi, genre, et puis il fait des sièges, etc. Avant, je suis désolé, mais avant ça n'existait pas. Avant, l'armée française, elle est d'ailleurs spécialisée là-dedans. Genre, on est capable d'aller. Il y a un problème au Mali, on peut envoyer des avions, etc., des forces sur place, des forces spéciales, etc. On n'a pas une armée de défense. On ne sait pas défendre. Elle n'est pas faite pour ça. L'armée française, elle est faite pour se projeter, en fait. Et là, tout d'un coup, si j'ai bien compris ce que propose Emmanuel Macron, c'est de se doter aussi, en fait, de forces de défense, c'est-à-dire de défense anti-aérienne, oui, mais etc. tu vois bien qu'on raconte n'importe quoi, parce que là, moi, franchement, je connais rien du tout au sujet. Mais ce que je comprends, c'est que ce qu'on dit, c'est que Poutine il a fait une guerre à l'ancienne et que les Ukrainiens ils ont fait une guerre moderne et que c'est pour ça que pour l'instant ils ont plus de performance et d'efficacité que oui, Poutine. Mais ils ont fait une guerre moderne avec l'entièreté de leur population, enfin avec une énorme partie de leur population. C'est une guérilla urbaine, etc. Enfin, machin. Bon, en tous les cas, là où t'as raison et ce qu'on peut appeler de nos vœux, c'est que il y a un vrai débat politique en fait sur la question de notre défense et sur la question de notre armée. Et de nos choix. Et de nos choix, exactement, et de nos choix économiques. Ça, et voilà, on met notre argent où? Est-ce qu'on continue de le mettre dans la baisse des cotisations et dans le fait que Bernard Arnault prolifère? Très bien. L'industrie du luxe étant vraiment une gloire nationale. Dernier sujet, le congrès du Parti socialiste.
donc à l'heure où nous parlons, donc il est 18h vendredi, vendredi 20, et nous n'avons toujours pas de... Alors, il y a eu des résultats officiels de la part donnée, voilà, de la part du compte officiel du Parti socialiste qui donnait Olivier Faure gagnant d'une très courte tête, hein, c'est 50% et des poussières, et donc Nicolas Meyer-Rossignol, le challenger, perdant. Seulement, dans le même temps, Nicolas Meyer-Rossignol a fait une vidéo sur Twitter où il a dit j'ai gagné. Alors du coup, c'était quand même un peu, voilà, ça c'était, je parle de vendredi matin en fin de matinée. Et donc là, ce qu'ils ont convenu de faire, c'est une réunion, une espèce de réunion de concertation entre les différentes parties prenantes, puisque les uns accusent les autres et les autres accusent les uns de triche. En gros, d'avoir rempli des urnes. Il y a une foultitude d'irrégularités qui ont été constatées et filmées, hein, genre sur Twitter, des portes fermées à clé avec des urnes dedans. Il y a des gens qui se sont fait tabasser devant la mairie d'Elbeuf, des militants de Fort. Enfin, c'est vraiment genre abominable ce qui se passe. En tous les cas, ce que ça montre, c'est quand même que le Parti socialiste est divisé. Et lorsque je dis divisé, c'est divisé vraiment en deux comme une pomme, genre coupée en deux, quoi. Genre, c'est vraiment genre, c'est clair, net et sans bavure. Il y a deux types de socialistes qui sont répartis à 50-50, sur, en gros, leur façon d'envisager l'avenir du Parti socialiste. Et que, en vérité, c'est excessivement problématique, d'une part pour l'unité du PS, parce que demain, peu importe qui ressort gagnant à quelques dizaines de voix près, ça va être sport pour Olivier Faure ou Nicolas Meyer-Rossignol de dire bah maintenant je suis président de tous les socialistes, hein, vu ce qui s'est passé. Et d'autre part, dans les deux cas, ça met en péril la place du Parti socialiste dans le cadre de la NUPES. Parce que Voire ça met en péril la NUPES, hein, parce que Voire ça met en péril la NUPES. Si à la NUPES, il n'y a plus que la FI et Europe Écologie Les Verts qui veut partir tout seul. Voilà. Ben, ça ne va pas le faire, hein, ça va pas être possible cette affaire. Hein. Donc, voilà, c'est là, je pense qu'on rentre dans une période de forte turbulence sur le plan politique à très très court terme. Ben, le problème, c'est que, enfin, ça rejoint un peu ce qu'on a déjà dit ici, c'est que Olivier Faure a compris que, en dehors de l'appartenance du Parti socialiste au camp de la gauche, point de salut. Donc ça, c'est quand même son grand mérite. Et je pense que de ce point de vue, c'est ça qui a justifié le fait qu'il ait en gros la moitié des socialistes avec lui. Il y a l'autre moitié des socialistes qui ne voient pas complètement ce problème-là. C'est-à-dire qu'ils pensent que l'enjeu, c'est que le Parti socialiste redevienne la force leader. Et ils pensent que de le proclamer comme tel, moi je suis convaincu qu'Olivier Faure c'est ce qu'il pense aussi, qu'il faut que le Parti socialiste redevienne leader, mais il pense qu'il ne peut redevenir leader qu'intégré dans l'espace. Tandis que les autres pensent qu'ils peuvent redevenir leader de l'alternative, en fait, les leaders de l'alternative, par le sérieux de leurs propositions. Et que notamment le fait que l'alternative à Emmanuel Macron en 2027 va se poser. Il s'imagine qu'il y a un certain nombre de gens qui sont partis voter pour Emmanuel Macron puisqu'il était le fils illégitime de François Hollande, que peut-être ces gens-là, on va pouvoir voilà, vont peut-être revenir sur la base du sérieux de leurs propositions et de leur gestion, etc. C'est une question assez importante. Par exemple, tu vois, Emmanuel Macron, il était en Espagne hier, et c'est vrai que les socialistes en Espagne ont fait passer la retraite à 67 ans. C'est-à-dire que quand même, c'est-à-dire que du point de vue même des socialistes espagnols qui nous sont plus sympathiques que la bande à Hollande, dans l'exercice du pouvoir, ils sont plus sympathiques parce qu'ils font des choses pas mal sur les violences faites aux femmes, qu'ils ont fait des choses pas mal sur la gratuité du train, etc. Donc il y a des domaines sur lesquels ils font des choses pas mal. Il y a Podemos qui est associé et qui pousse à la roue dans certaines directions, mais globalement le logiciel du Parti socialiste espagnol, il reste un logiciel social-libéral, et que pour l'instant il n'y en a pas d'autre. Ce que je veux dire, c'est que quand tout à l'heure je disais à propos des retraites, il faut absolument se mettre à travailler. Pour l'instant, ce travail d'alternative, de construction d'une alternative, il y aura pas, enfin, il peut pas y avoir de rabibochage des socialistes en dehors de la construction de cette alternative. Il y a cette espèce de position de principe. Est-ce qu'on fait partie de toute la gauche ou est-ce qu'on est les leaders naturels de l'alternative indépendamment du raccord à l'histoire de la gauche? Bon, il y a cette position. Mais enfin, ça suffit pas à faire
la division profonde, ni ça peut pas gagner sur une position ou sur une autre. Ce qui peut reconstruire une unité du Parti socialiste, c'est évidemment un projet alternatif. Et à mon sens, c'est aussi ce qu'on attend d'eux. C'est on attend que dans la gauche, les socialistes jouent leur rôle. C'est-à-dire, moi, j'attends de la gauche, dans la gauche, de cette diversité, que toutes les sensibilités, toute l'histoire de la gauche passée et récente apporte sa contribution. Oh. Et là, pour l'instant, bah, moi, je suis désolée, mais je trouve que c'est morne pleine, quoi. Il y a quand même pas, il y a rien depuis le mois de juin qui est émergé, et donc bah, je pense qu'ils peuvent se faire des cheveux parce qu'ils vont peut-être exploser. Et puis franchement, ça serait très 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 dommage, parce que si la Nupes ne suffit pas de Nupes, c'est encore moins bien. Hein. On va sur ce mot qu'on clôturera ce débrief. Et puis, à la semaine prochaine. Ciao. Parfait. Parfait, je sais pas. Oh si, j'aime bien. T'aimes bien?